Alors bonjour tout le monde, bonjour mesdames, messieurs. Aujourd'hui, c'est le cours numéro 6, l'avant-dernier, avant le workshop, qui aura lieu les 10 et 11 juin sur le niveau de la mer. Et aujourd'hui, je vais vous parler, comme c'est indiqué, des eaux continentales, c'est-à-dire de l'eau douce. Et je vais vous montrer comment les satellites, aujourd'hui, mesurent un certain nombre de paramètres du bilan d'eau dans les grands bassins fluviaux, dans les bassins fluviaux en général. Alors, quelques petites généralités pour commencer. Bon, cette figure, vous l'avez peut-être déjà vue, elle représente les volumes respectifs du globe solide et de toute l'eau qui est disponible sur la Terre. Donc ici, bien sûr, on a le globe solide et là, on a le volume d'eau total. 97% de ce volume, comme vous le savez, c'est l'océan. Et le reste, l'eau douce, c'est la petite bulle que vous voyez peut-être ici, qu'on aperçoit, qui est l'eau douce, mais dont 2%, plus de 2% est piégé dans les calottes glaciaires, le Groenland et l'Antarctique. Et ce qui reste, c'est pas beaucoup, c'est moins d'1%, comme c'est indiqué ici, où ici on a des chiffres. On a donc plus de 97% de l'eau totale sur la Terre, c'est dans l'océan. Un peu plus de 2% dans la cryosphère. J'ai dit les calottes polaires, mais il y a aussi les glaciers. Et puis le reste, moins d'1%. L'essentiel de ce 0,65%, c'est l'eau qui est contenue dans les aquifères. Et les eaux de surface, vous voyez que c'est tout petit, c'est vraiment une fraction extrêmement faible de l'eau douce disponible pour nous, pour les humains et leurs activités. Et puis un petit peu dans l'atmosphère et dans la biosphère, mais c'est une quantité extrêmement faible. Alors cette eau, toute l'eau, qui est en particulier, pas celle qui est piégée dans les aquifères profonds, mais le reste, eh bien, ça a été très très vite. Alors on va recommencer. Cette eau, elle est piégée, elle est en permanence échangée entre les différents compartiments du système climatique, c'est-à-dire l'océan, l'atmosphère et puis les continents. Alors ces échanges se font par des flux verticaux, les précipitations et l'évaporation, et puis des flux horizontaux, le flux horizontal qui est le ruissellement dans le réseau hydrographique. Alors sur les continents, et c'est surtout de ça que je vais parler aujourd'hui, l'eau elle est stockée dans différents réservoirs. Alors il y a les réservoirs de surface comme les lacs, les cours d'eau, les plaines inondées, le manteau neigeux. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'humidité des sols, c'est l'eau qui est dans les 2 premiers mètres du sol, qui est utilisée pour la végétation, pour sa croissance. Et enfin, les eaux souterraines, qui sont plus ou moins proches, enfin les aquifères plus ou moins proches de la surface. Et il y en a certains qui sont confinés très profonds, et ceux-là ne participent pas au cycle de l'eau sur des échelles de temps qui nous concernent, et puis il y a d'autres aquifères plus proches de la surface qui, eux, y participent. Alors ici, on a ce que je vous montre ici, c'est l'équation du bilan d'eau, c'est ça qui va nous préoccuper, qui fait intervenir un certain nombre de variables, le stock d'eau total dans les différents réservoirs du sol, dont la variation en fonction du temps dépend des précipitations, de l'évaporation. On dit évapotranspiration parce que les végétaux transpirent aussi, et du ruissellement dans le réseau hydrographique et dans le sous-sol. Donc, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, on va voir que grâce à l'observation spatiale, on peut avoir accès à certains de ces paramètres. Pas tous, mais certains de ces paramètres. Voilà, petit soleil. Alors, sur les continents, l'eau qui est stockée sur les continents, dans les différents réservoirs du sol, varie en fonction du temps, et parfois un peu dans l'espace, mais surtout en fonction du temps, sous l'effet d'un certain nombre de forçages. D'abord, la variabilité climatique, la variabilité naturelle, d'abord les conditions météorologiques, puis la variabilité climatique, c'est-à-dire la variabilité interne et les forçages naturels, et le forçage anthropique. Et puis, il y a
un impact direct des activités humaines sur le cycle de l'eau, en particulier continental, qui est lié au pompage des eaux dans les aquifères, les eaux souterraines, pour les besoins, alors ce n'est pas vraiment indépendant, pour les besoins de l'irrigation. Il y a la construction de barrages sur les fleuves, donc, avec donc, construction de réservoirs artificiels le long des fleuves. L'urbanisation, la déforestation, les changements d'occupation des sols, toutes ces composantes, toutes ces activités ont un impact sur le cycle de l'eau à l'échelle régionale, locale et régionale. Alors, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre via cette équation de bilan hydrique un certain nombre de phénomènes, de processus, par exemple les échanges d'eau entre les différents réservoirs, entre l'atmosphère, la basse atmosphère et les sols, ou entre les réservoirs superficiels et les réservoirs plus profonds, les volumes d'eau échangés, les vitesses d'échange de l'eau, la capacité des réservoirs, le taux de renouvellement de l'eau dans les réservoirs, en particulier dans les nappes phréatiques, également les processus qui sont associés à ces échanges. J'aurais peut-être dû d'ailleurs commencer par là, c'est-à-dire les échanges de masse d'eau et d'énergie entre la basse atmosphère et le sol, et les processus biogéochimiques qui aussi participent et jouent un rôle important dans ces phénomènes. Alors, connaître le bilan d'eau, ça a de multiples applications que je liste ici très très brièvement. C'est d'abord bien évidemment la gestion de l'eau dans les bassins versants, pour connaître les ressources en eau pour les besoins des activités humaines, c'est-à-dire en particulier l'irrigation, donc l'agriculture, pour aussi l'industrie, les besoins domestiques, pour la production d'énergie hydroélectrique, mais c'est aussi important pour la prévision météorologique et la modélisation du climat, et puis bien sûr pour la prévision des événements plus rares, extrêmes, les inondations, les sécheresses, pour la navigation sur les fleuves, l'aménagement du territoire, le transport de sédiments dans les fleuves, dans les cours d'eau, et puis aussi le cycle du carbone et le niveau de la mer. On l'avait évoqué lors d'un dernier cours, les variations des stocks d'eau sur les continents, dans les réservoirs continentaux, ont un impact sur le niveau de la mer, comme on l'avait vu. Alors, avant d'aller plus en détail sur qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on ne sait pas, qu'est-ce qu'on mesure, et quelques généralités, quelques données globales sur l'eau. Ici, on a une figure qui compare les prélèvements et la consommation par type d'usage. L'agriculture, enfin les trois grands types d'usage, c'est l'agriculture, les besoins domestiques, les usages domestiques, et l'industrie. Alors, ici, vous avez l'échelle de temps, 1900 aujourd'hui. Bon, il y a des prévisions pour 2025, mais on va regarder juste ce qui se passe entre 1900 et 2000, 20e siècle. Alors, si on regarde l'agriculture, on voit tout de suite que ce qui domine en termes de prélèvement et de consommation, c'est bien sûr l'agriculture, avec la barre vert plus foncée représentant les prélèvements et la barre vert clair représentant les usages. Parce que, pardon, la consommation, excusez-moi, la consommation. Parce que, en général, la consommation est plus faible que les prélèvements pour tout un tas de raisons, parce que l'eau peut être réutilisée plusieurs fois, parce qu'il y a des pertes, soit dues à l'évapotranspiration, pour les usages domestiques, les fuites dans les tuyaux, tout simplement. Et donc, il y a une différence assez importante, comme vous pouvez le voir, entre les prélèvements et les consommations. Donc, on voit très bien sur cette figure, et il y en a une autre qui suit, qui dit la même chose, qui est juste une autre représentation, que l'essentiel des prélèvements de la consommation, c'est pour l'agriculture. Alors ça, c'est à l'échelle globale, à l'échelle mondiale. Donc ici, on a une représentation différente, mais qui dit exactement la même chose. Ça, vous avez l'échelle de temps ici, 1900-2000, et on voit l'évolution au cours du temps des différents types d'usages. L'agriculture qui domine à peu près 70% à l'échelle mondiale,
les usages domestiques. Ici, en vert, c'est l'industrie, et en rouge, ici, la perte, les fuites. Et ça, c'est par région. Alors, on ne va pas. Donc, pareil, en fonction du temps, si on regarde juste aujourd'hui, enfin, on va dire la dernière décennie, on voit qu'en termes de consommation, là, c'est la consommation d'eau annuelle par région, on voit que c'est l'Asie qui domine, suivie par l'Amérique du Nord, puis l'Europe, puis l'Afrique, et ici l'Amérique latine, l'Amérique du Sud. Alors, sur cette figure sont représentés, alors ici c'est pour la période 1998-2002, en moyenne pour ces années-là, les prélèvements d'eau, alors c'est exprimé en millimètres d'eau par an, ici. Donc plus c'est rouge, plus il y a de prélèvements, et on voit que ce qui domine à l'échelle mondiale, c'est l'Inde, le sous-continent indien et la Chine. Et en dessous, c'est le pourcentage de prélèvement total d'eau utilisé pour l'irrigation. Alors on voit, oui, alors donc voilà, c'est ce que je viens de dire. On voit que quasiment entre 90 et 100% de l'eau dans certaines régions du monde est utilisée pour l'irrigation. Donc c'est le cas pour l'Ouest américain et puis le sous-continent indien, comme on peut le voir ici. Enfin, deux dernières figures de généralité. Ici, on a une carte. Alors, ce n'est pas toujours exactement pour les mêmes années, je suis désolée, mais ce n'est pas facile d'avoir accès à des informations qui coïncident en termes de date. Mais enfin, on voit que c'est pour la dernière décennie. Ici, c'est pour l'année 2007. Ici, vous avez une carte qui représente la disponibilité en eau douce, exprimée en mètres cubes par personne et par an. Donc, quand c'est orange, eh bien, ça veut dire que les pays sont en situation de pénurie. Quand c'est jaune, en situation de stress, ou un peu moins jaune, beige, en état de vulnérabilité. Puis en bleu, ce sont les pays qui n'ont pas de problème. Encore que l'Amérique du Nord, ça, la source, c'est la FAO, mais il semble que l'Ouest américain soit quand même... Alors, ça, c'est en termes de disponibilité. Et en termes maintenant de prélèvement, on voit ici représenter donc, les pays qui utilisent l'eau de façon excessive. C'est l'Arabie saoudite, vous voyez ici les pays d'Afrique du Nord, et certains pays, ici c'est le Pakistan, donc certains pays, enfin en général le Moyen-Orient et le nord de l'Afrique. Encore deux, trois figures générales. Ici, on a représenté les bassins fluviaux transfrontaliers, c'est-à-dire internationaux, c'est-à-dire qui correspondent à des situations où un fleuve prend sa source dans un pays, puis ensuite traverse plusieurs pays. Vous voyez que c'est quelque chose de très fréquent. En Europe, on a 71, plus de 70 bassins dits internationaux. En Asie, plus de 50. En Amérique du Nord, il y en a une quarantaine. En Afrique, une soixantaine. Et juste pour vous donner deux exemples, ici, c'est le cas du Tigre et de l'Euphrate. Les deux fleuves prennent leur source en Turquie et puis ils traversent ensuite la Syrie, l'Irak et la Syrie et l'Irak. Et ça, c'est un cas typique de situation où le pays en amont construit des barrages, et c'est ce qui s'est passé en Turquie au cours des 20 dernières années. Une quantité incroyable de barrages ont été construits, en particulier pour l'irrigation des cultures dans cette région, et la conséquence, c'est la séquestration de l'eau et un débit des fleuves dans les pays en aval qui diminue. Et ça, c'est un exemple assez typique. Et juste un autre exemple, et je m'arrêterai là sur ces généralités, c'est le Mékong qui, lui, traverse 6 pays après avoir pris sa source en Chine. Donc il traverse la Birmanie, le Laos, la Thaïlande, le Cambodge et enfin le Vietnam. Et là aussi, on est dans une situation où de nombreux barrages ont été construits, en particulier à l'amont du fleuve en Chine, mais aussi, comme vous pouvez le voir aussi,
au Laos, etc. Donc avec des impacts forcément sur les pays en aval, y compris le Vietnam, le delta du Mékong. Voilà. Donc, aujourd'hui, ce qui préoccupe en particulier la communauté scientifique, mais aussi les utilisateurs de l'eau en général, c'est de pouvoir connaître, estimer le bilan d'eau dans les bassins versants, en tenant compte à la fois du forçage météorologique et climatique, en particulier le plus grand forçage sont les précipitations, mais aussi de l'impact des activités humaines, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, le pompage dans les nappes, la construction de barrages, qui vont modifier localement, régionalement l'hydrologie. Et ça, c'est un défi majeur, parce que, je le redirai tout à l'heure, mais ce qu'on sait faire aussi assez bien aujourd'hui, c'est estimer le bilan d'eau, en particulier par des modèles en tenant compte du forçage climatique, mais tenir compte des activités humaines, eh bien, ça, on ne sait pas encore vraiment faire. Ça commence, et c'est un défi majeur. Alors, pour estimer ce bilan d'eau, il y a deux approches. Il y a bien sûr l'observation, mais aussi la modélisation hydrologique, et si c'est possible, inclure dans les modèles, prendre en compte dans les modèles des observations quand il y en a. Alors, l'observation in situ, elle est extrêmement disparate et limitée. Elle ne renseigne pas sur tous les paramètres du bilan d'eau, par manque de données, tout simplement. Et si on s'intéresse à l'échelle globale ou à l'échelle de très grandes régions, eh bien, il y a beaucoup de problèmes. C'est illustré sous cette figure qui montre la disponibilité des mesures de niveau d'eau et de débit des fleuves, donc des informations sur les eaux de surface. Ici, c'est un état en septembre 2012, mais ça n'a pas beaucoup changé. Dans une des plus grandes bases de données mondiales sur l'eau, qui est le Global Runoff Data Center. Et alors, les petits points représentent des stations in situ, et la couleur des points indique la disponibilité, la date de fin de disponibilité des données. C'est-à-dire, quand vous avez une couleur rouge, ça veut dire qu'il n'y a pas de données après 1980. Quand c'est jaune, par exemple, pas de données après 1990, et ainsi de suite. Vert foncé, pas de données après 2005, etc. Quand c'est bleu, ça veut dire que c'est à jour. Alors, ce qu'on voit, c'est que l'Amérique du Nord est bien couverte, que le bassin amazonien est aussi bien couvert, mais que d'autres régions du monde, eh bien, en particulier l'Afrique, l'Asie, il n'y a pas de données. Alors là, vous devez être surpris de voir que sur la France, il n'y a pas de données. Alors, dans cette base de données, il y a bien sûr beaucoup de données sur la France, dans les pays d'Europe occidentale en général, mais ces informations-là, elles ne sont pas forcément accessibles, et en tout cas, elles ne sont pas distribuées via ces grandes bases de données mondiales. Et ça, c'est un problème pour la recherche en particulier. Alors ça, c'est pour les données de hauteur d'eau, de débit des fleuves, donc des informations sur les eaux de surface. Sur l'humidité des sols, c'est-à-dire l'eau qui est contenue dans les 2 premiers mètres du sol et sur les aquifères, eh bien là, c'est la situation à l'échelle, au moins quand on regarde à l'échelle globale, est assez dramatique parce qu'il y a des données assez ponctuelles de toute façon dans un certain nombre de régions du monde, en Amérique du Nord, en Europe occidentale, mais dès qu'on veut faire des bilans à l'échelle à l'échelle globale, eh bien, ces données tout simplement n'existent pas. Alors, l'autre approche, bien sûr, c'est la modélisation. Et depuis une vingtaine d'années, les hydrologues et les climatologues ont commencé à développer des modèles qu'on appelle des modèles hydrologiques ou des schémas de surface, soit à l'échelle régionale, soit à l'échelle globale. Et ici, j'ai mentionné ici un des modèles français développés par Météo France qui s'appelle ISBA-TRIP. Bon, c'est un sigle un petit peu barbare, mais bon, je ne rentre pas dans les détails. Il en existe un autre à l'échelle globale en France, et puis il y a des modèles à petite échelle aussi. L'objectif de ces modèles, c'est, en connaissant les forçages, c'est-à-dire en particulier les précipitations et le rayonnement solaire,
eh bien, les conditions météorologiques de la basse atmosphère, eh c'est de calculer les échanges de masse, d'eau et d'énergie entre la basse atmosphère et le sol, d'estimer aussi l'eau qui est stockée en fonction du temps dans les différents réservoirs, donc dans la partie superficielle, dans la partie superficielle des sols, dans les eaux de surface, dans les réservoirs souterrains, et puis d'estimer le ruissellement dans le réseau hydrographique. Alors, ces modèles-là, ils sont extrêmement utiles. Ils ont été développés, comme je viens de le dire, pour les besoins, à l'échelle globale pour les besoins de la recherche sur le climat. Mais il existe aussi des modèles locaux, régionaux, qui sont développés pour estimer le bilan d'eau dans les bassins. Alors, aujourd'hui, je pense que ce qu'on peut dire, c'est qu'actuellement, la plupart des modèles hydrologiques ne tiennent pas compte de l'impact des activités humaines sur l'hydrologie. Par exemple, le pompage de l'eau dans les nappes, la construction de barrages, les changements d'occupation des sols, des pratiques agricoles. Il existe quelques modèles, il commence à exister quelques modèles qui modélisent ces effets-là, mais c'est encore balbutiant. Pourquoi? Parce que simplement, on manque de données pour expliciter les processus qui sont liés à ces phénomènes. Et pourtant, les modèles, il faut les valider, et pour les valider, il faut des observations. Et c'est là que l'observation spatiale joue, et c'est de ça que je vais parler maintenant, un rôle grandissant, parce qu'on va voir qu'il y a différents capteurs spatiaux en orbite aujourd'hui qui n'ont pas toujours été développés pour étudier les eaux continentales, mais qui s'avèrent extrêmement utiles pour mesurer un certain nombre de paramètres hydrologiques qui interviennent dans le bilan d'eau que j'ai réécrit ici. Et ces observations spatiales, qui par nature sont globales, comme on l'a déjà vu dans les cours précédents en lien avec d'autres questions, elles sont globales, elles permettent d'avoir de longues séries temporelles et par rapport aux problèmes que j'évoquais juste dans la diapositive précédente, eh bien, ces observations-là traduisent l'effet à la fois de la variabilité climatique, voire du changement climatique, et aussi des activités humaines. Bien sûr, elles ne font pas la distinction entre la source des variations. Alors, donc j'ai reporté ici l'équation du bilan d'eau, qui, comme je l'ai brièvement indiqué tout à l'heure, lie la variation temporelle du stock d'eau dans les sols aux précipitations, à l'évaporation et au ruissellement. Je commence à m'intéresser à la partie droite de cette équation du bilan hydrique. L'observation spatiale, aujourd'hui, depuis à peu près une vingtaine d'années, nous renseigne sur les précipitations. Il y a des satellites qui ont été lancés, y compris par la France d'ailleurs, assez récemment. Il y a une mission franco-indienne qui s'appelle Mégatropique qui mesure les précipitations dans les tropiques, comme son nom l'indique, mais il y a d'autres missions, des missions américaines et d'autres, qui permettent de mesurer les précipitations. Les précipitations, elles sont aussi mesurées depuis le sol pour les besoins de la météorologie. Donc, l'information globale sur les précipitations est assez bonne. Sur l'évapotranspiration, il n'existe aujourd'hui pas de satellite qui permet de mesurer l'évaporation des sols. On y a accès depuis l'espace de manière extrêmement indirecte, mais je ne vais pas en parler plus aujourd'hui. Et sur les débits des fleuves, le ruissellement dans les réseaux hydrographiques, eh bien, aujourd'hui, il est impossible de mesurer ce paramètre depuis l'espace. En revanche, et c'est de ça que je parle maintenant, on a la possibilité maintenant, depuis une dizaine d'années, de mesurer l'eau qui est stockée dans les sols, dans les différents réservoirs des sols, c'est-à-dire dans les réservoirs de surface, l'humidité des sols et dans les nappes, les réservoirs souterrains. Alors ces différents systèmes spatiaux sont illustrés ici.
Pour les eaux de surface, c'est l'altimétrie. L'altimétrie dont on a déjà parlé pour mesurer, qui mesure, comme vous vous en souvenez peut-être, les variations du niveau d'eau sur les océans, au niveau de la mer, eh bien, ça permet aussi de mesurer, comme on va le voir sur un certain nombre d'exemples, les variations des niveaux d'eau des lacs et des cours d'eau. Depuis 2009, il y a une mission qui s'appelle SMOS, qui a été développée par l'Agence spatiale européenne et qui mesure en routine l'humidité des sols, ça c'est tout à fait récent. Et enfin la mission GRACE, dont j'ai déjà aussi parlé dans un cours précédent, qui mesure des variations du champ de gravité de la Terre, à partir desquelles on en déduit les redistributions de masse à la surface de la Terre. Pour ceux qui étaient là pas le cours précédent, mais celui encore avant, on avait vu qu'avec GRACE, on peut mesurer les variations de masse des calottes polaires, de l'Antarctique et du Groenland. Et bien avec cette même mission, on peut aussi mesurer le stock d'eau total dans les bassins fluviaux. Donc on a à notre disposition aujourd'hui un certain nombre d'outils pour estimer à l'échelle de la planète entière les variations des stocks d'eau dans les différents réservoirs sur les terres émergées. Alors je vais commencer par l'altimétrie et vous montrer maintenant un certain nombre d'exemples. Donc l'altimétrie, on a vu développer depuis le milieu des années 70, mais l'altimétrie précise uniquement depuis le début des années 90, avec la mission TOPEX-Poséidon et ses successeurs, Jason 1, Jason 2, bientôt Jason 3. Puis il y a d'autres satellites aussi en orbite. Il y a Envisat, Altica, qui a été récemment lancé. Le principe, j'y reviens pas, on a l'altimètre radar qui mesure son altitude par rapport à la surface de l'eau, et connaissant l'orbite, on peut en déduire la hauteur de l'eau par rapport à une référence, avec une couverture globale et un temps de revisite, une période de revisite de l'ordre de la dizaine de jours, suivant les missions. Ça varie de 10 jours à 30 jours. Donc là, on a ce que vous voyez là, c'est la couverture pendant cette période de 10 jours. Et ces missions, elles ont été développées et optimisées pour étudier les océans, mais on les utilise maintenant en routine pour mesurer les niveaux d'eau sur les continents. Donc un exemple, ici, alors là c'est un lac en Asie, le lac au Kazakhstan, le lac Balkhash. Donc on peut, lorsque le satellite survole le lac, à chaque fois que le satellite survole le lac, on a une mesure du niveau d'eau du lac par rapport à une référence fixe, et on peut donc construire comme ça, au cours du temps, une courbe, comme celle qui est montrée ici, qui représente l'évolution du niveau d'eau du lac. Bon, en moyenne, c'est moyenné géographiquement. Donc ici, ça commence en 1993, ça va jusqu'à aujourd'hui. L'échelle, c'est en mètres, c'est plus des millimètres comme pour le niveau de la mer, c'est en mètres. Donc ici, ce qu'on peut voir, c'est que le niveau d'eau de ce lac, il présente une petite fluctuation saisonnière, pas très très marquée, puis de la variabilité interannuelle, comme vous voyez, une remontée assez importante entre 1998, 99 et 2000, je vois trop d'ici, 2003, 2004, importante en fait de 1 à 2 mètres. Un autre exemple, c'est le lac Mead aux États-Unis, dans l'Ouest américain, qui là, au contraire, montre une décroissance du niveau d'eau, donc du stock d'eau, absolument dramatique. Alors l'échelle de temps, c'est pas la même. Ici, c'est 2000-2010. Et pendant cette décennie, la dernière décennie, le niveau d'eau du lac a baissé de plus de 30 mètres. Parce qu'en fait, on pompe l'eau dans le lac pour les usages, les différents usages, en particulier les besoins domestiques, l'agriculture, etc. Donc 30 mètres, c'est absolument énorme. Un autre exemple, ça c'est un lac qui s'appelle Tartar en Irak. Donc le lac est ici. Là, on a une image satellite qui montre le lac un petit peu plus en détail, avec les traces des différents satellites qui le survolent, parce que l'avantage pour les lacs, c'est qu'on peut utiliser, à chaque fois qu'un satellite va survoler le lac, on mesure la hauteur d'eau, et on peut combiner les mesures de différents satellites pour construire cette courbe, comme celle qui est montrée ici,
de variation du niveau du lac au cours du temps. Les couleurs ici représentent différents satellites. Donc ici, c'est comme avant, ça commence en 1993. 93, vous vous rappelez, c'est le lancement du satellite TOPEX-Poséidon, là c'est jusqu'à aujourd'hui. Et le niveau, là aussi, est en mètres. Et on voit des variations très importantes. L'échelle, vous voyez, 10 mètres, ici, ça représente 10 mètres. On voit que jusqu'à 2002, le niveau a énormément baissé. Et puis, il est remonté après. Mais il rebaisse de nouveau. Un autre lac qui s'appelle Urmia, qui est situé au sud-ouest de la mer Caspienne, où on voit là aussi une décroissance très importante de plusieurs mètres au cours des derniers 20 ans. Enfin, un autre exemple, toujours pour des lacs, ici je vous montre l'exemple du lac Victoria dans l'Est africain, avec une image satellite du lac, les traces de différents satellites et la variation du niveau de ce lac. Alors, pardon, ce que je voulais vous montrer ici, c'est qu'on y reviendra parce que je vais vous montrer une autre figure tout à l'heure avec cette courbe-là. Ici, il y a une remontée assez brutale qui correspond à l'événement El Niño de 1997-1998, parce que c'est une époque où il a énormément plu, il y a eu des précipitations très intenses sur l'Est africain à ce moment-là, et puis une diminution ensuite, une sécheresse assez marquée à cette période-là, et puis un niveau relativement stable depuis. Alors ça, c'était quelques exemples pour les lacs. Maintenant, on peut aussi utiliser l'altimétrie pour mesurer les niveaux des fleuves. Alors cette fois-ci, on ne peut pas combiner des mesures de différents satellites parce que, en fait, on va mesurer le niveau du fleuve à un endroit donné qui correspond à l'intersection entre la trace du satellite, qui est illustrée ici par ces petits points, et le fleuve, qui est montré ici. Donc on va définir ce qu'on appelle une station virtuelle, et qui est représentée par cette intersection, la localisation de cette intersection. Et à chaque fois que le satellite va survoler le fleuve, eh bien, on va mesurer le niveau de l'eau, et puis au passage suivant, on va avoir une autre mesure, et ainsi de suite. Et on peut construire comme ça des séries temporelles de niveau d'eau à un certain nombre de stations virtuelles. Ici, c'est un exemple pour le bassin du Gange. Ici, c'est l'Himalaya. Ici, on a le bassin du Gange. Les petits points de couleurs différentes représentent des stations virtuelles. Et là, donc pour les couleurs correspondent à différents satellites. Et ici, on a une représentation de la variation du niveau d'eau en cette station-là, celle qui est entourée du cercle noir. Donc l'échelle ici, c'est de 2002 à 2011 parce que c'est basé sur un satellite Envisat qui a été lancé en 2002. Et l'échelle verticale ici, c'est le niveau d'eau en mètres. On voit que à cet endroit-là, le fleuve présente une très forte fluctuation saisonnière qui atteint les 9-10 mètres. Mais on voit quand même un petit peu de variabilité interannuelle. Ça, c'est un autre exemple. Sur le fleuve Negro, Rio Negro, qui est un affluent de l'Amazone. Donc ici, on a une carte du bassin amazonien, l'Amazone ici, le fleuve Negro. Une station virtuelle particulière, juste un exemple, et l'évolution au cours du temps du niveau d'eau à cette station virtuelle. Donc là, c'est pareil, la variation saisonnière très marquée, avec une amplitude de l'ordre de la dizaine de mètres. Alors, on peut couvrir comme ça les grands bassins du monde. Alors, malheureusement, pas les petits, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui mesurer les niveaux d'eau des tout petits cours d'eau, ceux qui sont étroits, à cause de la tâche radar, la tâche au sol du radar, qui est de plusieurs kilomètres. Donc, en revanche, pour les grands fleuves du monde, eh bien, ça marche très bien. Et l'intérêt, c'est de pouvoir avoir des informations qui, en complément des réseaux in situ. Alors là, c'est un exemple pour le bassin amazonien. Les petits points jaunes que vous voyez ici, c'est les réseaux de mesure de hauteur d'eau et de débit de l'Amazone et de ses affluents, donc mis en place par la station de l'eau, l'agence de l'eau du Brésil, qui s'appelle ANA. Alors,
c'est une région du monde qui est peu peuplée, mais qui est bien pourvue en stations in situ. Et puis les petits points rouges que vous voyez ici, ce sont des stations virtuelles, donc le réseau de stations virtuelles qui a été obtenu à partir donc par altimétrie spatiale. Alors on voit très bien en particulier ici dans cette partie-là, au pied des Andes, eh bien, il y a peu de mesures in situ. Il n'y a pas de mesures in situ, mais il y a beaucoup de stations virtuelles altimétriques. Alors ça, c'était un exemple de station virtuelle en complément ou d'observation spatiale en complément de mesures in situ. Et là, je vous montre un autre exemple, c'est le bassin du Congo, où là, ce n'est pas en complément, mais c'est à la place, parce que c'est là une des régions du monde où les réseaux de stations in situ sont quasiment inexistants. Ils ont existé dans le passé, et puis pour différentes raisons économiques, politiques, etc., ces réseaux sont plus maintenus là où ils existaient, et puis dans d'autres régions, dans d'autres zones de cette région, eh bien, simplement, il n'y en a jamais eu. Et les petits points bleus, les petits points verts que vous voyez ici représentent des stations virtuelles à partir desquelles on peut construire des séries temporelles de hauteur d'eau au cours du temps. Alors, on peut mesurer aussi les plaines inondées. Là, c'est un exemple pour le bassin du Mékong. Alors, ici, on a des traces d'un satellite, je pensais en Vsat. Vous voyez peut-être pas très bien, c'est pas très clair, mais ici, on a le delta du Mékong. Et là, c'est un exemple de site de station virtuelle, si l'on peut dire, pour laquelle on peut mesurer. Ici, ce qu'on mesure, c'est les inondations saisonnières. Donc, ce n'est pas vraiment le fleuve, mais c'est les plaines d'inondation. Et on voit, alors donc ça commence en 2002, ça finit jusqu'à aujourd'hui, on voit très bien, eh bien les crues annuelles qui affectent cette région. Comme je vous ai dit, pour les petits bassins, ça ne marche pas, mais on y arrive quand même. Et là, c'est un exemple pour le bassin de la Garonne, ici, je montre un exemple d'évolution de la hauteur d'eau de la Garonne à cet endroit, près d'une ville qui s'appelle Tonals. Les petits points rouges représentent les différentes mesures réalisées par le satellite Jason 2 au cours du temps. Là, c'est pour les dernières années, 2009-2011. Et la courbe de niveau d'eau de la Garonne qui a été construite, c'est la courbe rouge ici, et on y a superposé des mesures de débit de la Garonne. Alors, le débit, ce n'est pas la même chose que la hauteur, mais ce qu'on peut voir, c'est qu'en termes de variabilité intrasaisonnière et interannuelle, eh bien, il y a relativement bonne correspondance. Mais néanmoins, les missions altimétriques actuellement en orbite, qui, je rappelle, encore une fois, ont été développées pour étudier les océans, sont très mal adaptées pour étudier des petits fleuves, enfin des fleuves, relativement petits fleuves, comme les fleuves français, la Garonne, la Seine, le Rhône, etc. Alors, toutes ces données, eh bien, elles sont disponibles dans des bases de données, en particulier celle-ci, qui est développée dans mon laboratoire d'ailleurs, qui s'appelle HydroWeb. Et si vous tapez HydroWeb sur Google, eh bien, je pense que ça arrive en première ou deuxième position. Et vous pouvez accéder à toutes les courbes, sur plusieurs milliers de stations virtuelles et de lacs. Et on peut même télécharger les données, c'est-à-dire les valeurs des hauteurs en fonction du temps. Il y a aussi deux autres bases dans le monde, une en Angleterre et une aux États-Unis, qui permettent notamment à la communauté scientifique d'accéder à ces données. Alors ça, c'était les eaux de surface. Maintenant, l'autre réservoir des sols, c'est les premiers mètres du sol, qui contient de l'eau, ce qu'on appelle l'humidité des sols. Et ça, aujourd'hui, on sait le mesurer avec cette mission SMOS que j'ai mentionnée tout à l'heure, qui a été lancée en 2009 et qui emporte un radiomètre, on appelle ça en bandelle, qui permet, alors cette bande de fréquence, ce domaine de fréquence a été choisi parce que, en mesurant l'émissivité de la surface,
eh bien, cette bande de fréquence est particulièrement sensible à l'humidité des sols. Cette mission permet d'avoir l'humidité des sols avec une résolution au sol de l'ordre de 40 km et une période de revisite de 3 jours. Je crois que j'ai parlé de SMOS aussi dans le cours sur l'océan, parce que SMOS permet sur l'océan de mesurer la salinité de surface et sur les continents, sur les terres émergées, de mesurer l'humidité des sols. Alors là, juste un exemple, ce qu'on mesure, c'est l'émissivité du sol, ou ce qu'on appelle aussi la température de brillance. Là, c'est sur l'Afrique de l'Ouest. C'est juste un exemple à différentes périodes de 3 jours en mars 2010, donc à droite, et à gauche des valeurs d'humidité des sols qui ont été déduites de ces mesures de température de brillance. Bon, ça va un peu vite, mais c'est juste un exemple. Quand la couleur est rouge, ça veut dire que c'est très sec, le sol est sec. Et quand la couleur est bleue, ça veut dire qu'il est humide. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple, eh bien, SMOS a vu les inondations qui ont affecté l'Australie en décembre, au moment de Noël 2010. Et donc, ici, en particulier cette région, si vous vous souvenez, qui a été particulièrement affectée par des inondations catastrophiques. Et donc, SMOS a bien mesuré l'extension des inondations et leur évolution au cours du temps. Un autre exemple, donc en Amérique, aux États-Unis, et on utilise aujourd'hui ces données d'humidité des sols comme indicateur de sécheresse. Et on voit là par exemple que le 30 août 2011, la partie sud des États-Unis a été affectée par une sécheresse assez intense. Et enfin, dernier exemple pour SMOS, ça c'est une carte, deux cartes d'humidité des sols réalisées par le satellite SMOS en février 2011 et en février 2012. Et bon, les couleurs indiquent que quand c'est jaune, c'est plus sec, quand c'est vert et bleu, plus humide. Ce qu'on peut remarquer en comparant les deux cartes, eh bien, c'est qu'en février 2012, la France, surtout le sud de la France et l'Espagne, était beaucoup plus sec donc en février 2012 qu'en février 2011. Par contre, en février 2013, eh bien, je pense qu'on aurait une carte toute bleue. Voilà, alors ça c'était d'un autre exemple. Et maintenant j'aborde le troisième système d'observation, la gravimétrie spatiale, GRACE, qui elle nous renseigne sur le stock d'eau global. Alors, je ne sais pas, peut-être il est nécessaire que je rappelle brièvement le principe de fonctionnement de GRACE, parce que j'en ai déjà parlé, mais peut-être tout le monde n'était pas là le jour où j'en ai parlé. Alors, GRACE, c'est une mission qui a été développée par les États-Unis et l'Allemagne, qui a été lancée en 2002. Ce sont deux satellites qui se suivent sur une orbite relativement basse, ils sont à 400 km d'altitude à peu près. Ils sont espacés de 250 km et ils mesurent en permanence via un système radioélectrique leur distance mutuelle avec une très grande précision de l'ordre de 10 microns. Alors, comme je l'avais expliqué, lorsque le satellite, un des satellites, mettons que les satellites se déplacent dans ce sens-là, ici on a le satellite avant, lorsqu'il va survoler une anomalie de masse par rapport à un état moyen sur plusieurs années, eh bien, il va accélérer. Et le satellite arrière, qui est loin derrière, puisqu'il est à 200-250 km, lui, il n'est pas sensible à cette anomalie-là, et donc il va continuer sur sa trajectoire à vitesse constante. Le fait que celui-ci accélère fait que la distance entre les deux satellites va augmenter. Lorsque le deuxième satellite, le satellite arrière, va à son tour survoler l'anomalie de masse, qui est par exemple en dessous de ce satellite-là, il va aussi accélérer, mais celui-là qui est loin devant, n'étant plus sensible, va continuer à vitesse constante. Celui-ci accélérant, eh bien, ça va conduire à une diminution de la distance entre les deux satellites.
Et donc en cartographiant, en mesurant en permanence tout au long de l'orbite et le long de la trajectoire du satellite autour de la Terre, des satellites autour de la Terre, ces variations de distance, on peut ainsi cartographier les anomalies positives ou négatives de masse par rapport à une situation moyenne qu'on estime sur plusieurs années. Donc ça, comme je l'avais déjà dit, ça permet de mesurer les variations de masse de l'Antarctique et du Groenland, mais ça permet aussi de mesurer les variations des stocks d'eau au cours du temps dans les bassins fluviaux. Alors, le temps la période nécessaire pour rétablir une couverture complète de la Terre par ces satellites, c'est à peu près 1 mois. Donc, on peut établir des cartes mensuelles, comme ça, au cours du temps. On a donc accès au signal saisonnier, mais aussi au signal interannuel. Et c'est surtout celui-là qui nous intéresse, encore que le signal saisonnier est aussi très important. Le problème de Grace, enfin je ne sais pas si c'est vraiment un problème, mais ça peut être aussi un avantage, c'est qu'il ne fait pas de distinction entre le réservoir. C'est-à-dire que ce que Grace mesure, c'est la variation temporelle du stock d'eau total dans la colonne d'eau, sans être capable de dire si c'est dû aux eaux de surface ou aux eaux souterraines. Aussi, je vous montre une petite animation. Alors si vous regardez par exemple ici le bassin de l'Amazone, vous voyez successivement des couleurs rouges et bleues. Donc ce sont des anomalies de hauteur d'eau par rapport donc une moyenne pluriannuelle. Et connaissant, puisqu'on a la superficie, on peut estimer sur l'ensemble du bassin de l'Amazone, par exemple, la variation du volume total d'eau au cours du temps. Alors là, c'est l'Amazone, ça c'est un autre exemple pour le bassin du Gange. C'est exprimé en kilomètres cubes, ça commence en 2003, là c'est juste jusqu'en 2006 seulement, c'est juste un exemple. Waouh, ça a été trop vite. Il va falloir que je revienne en arrière. Et donc, ce qu'on voyait ici, sur cet exemple, c'est la variation du volume d'eau total, la variation saisonnière, pardon, du volume d'eau total dans ces bassins. Alors, comme je l'ai dit, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est la variabilité interannuelle qui est due à la variabilité climatique, voire sur plus long terme au changement climatique. Donc, en retirant le signal saisonnier, on peut avoir accès à la variabilité interannuelle. Et là, c'est illustré sur cette animation, toujours avec Grace, là c'est à l'échelle de la planète entière. Les couleurs rouges indiquent une anomalie positive, plus d'eau, les couleurs bleues, moins d'eau. Et bon, ça va très très vite, mais c'était juste pour vous montrer qu'il y a énormément de variabilité interannuelle des stocks d'eau dans les grands bassins fluviaux. Et qu'on le mesure aujourd'hui avec Grace. Alors, un exemple à l'échelle d'une petite région. Ici, c'est l'Afrique de l'Ouest, et là, de l'Est, pardon. On a reporté la figure que j'ai montrée tout à l'heure, la variation du niveau du lac Victoria en fonction du temps depuis 1993 jusqu'à ici 2010. On avait vu, là, je vous avais expliqué que cette remontée rapide est liée au El Niño de 97-98. Et on voit la signature de la sécheresse en 2007. Et ça, on a superposé le stock d'eau mesuré par Grace, et on voit que c'est parfaitement corrélé. Et en termes de volume d'eau, on peut estimer le volume d'eau du lac. Grace nous donne directement le volume d'eau, la variabilité du volume d'eau sur cette région. Et ce qu'on peut dire dans cet exemple, c'est juste un exemple, c'est que l'essentiel de la variabilité du stock d'eau mesuré par Grace vient de la partie superficielle. Là, ce n'est pas l'eau souterraine, mais c'est la variabilité de l'eau qui est contenue dans le lac. Alors, tout à l'heure, j'ai montré un exemple de niveau d'eau sur la Garonne. Avec Grace aussi, on peut... c'est très limite, parce que la résolution de Grace, c'est 300 km. Donc, sur un bassin comme la Garonne, qui est un petit bassin, on n'a que quelques pixels, mais on peut néanmoins commencer à estimer les variations du stock d'eau total sur un bassin comme la Garonne. Donc, on a ici l'exemple. Depuis 2003, on voit un signal saisonnier bien marqué, mais si on retire ce signal saisonnier, c'est la courbe en bas, la courbe du bas, on voit la signature de la sécheresse de l'été 2003, assez marquée.
Et puis en été 2011, aussi la signature d'un épisode assez sec dans cette région. Alors, GRACE, comme je l'ai dit, ça mesure la variation du stock d'eau total, mais si on peut estimer les contributions des eaux superficielles et de l'humidité des sols, par exemple avec l'altimétrie pour les eaux de surface, avec SMOS pour l'humidité des sols, ou bien avec des modèles, parce que en fait, ce sont les réservoirs que les modèles hydrologiques représentent le mieux aujourd'hui, eh bien, on peut avoir accès aux eaux souterraines, et en particulier les variations d'eau dans les grands aquifères. Alors, cette carte représente les grands aquifères du monde. Bon, je ne vais pas les lister tous. Et ce que je voudrais vous montrer, c'est un exemple de ce que GRACE est capable de voir, entre guillemets, en termes de variation du niveau d'eau dans les aquifères. Alors ça, c'est un exemple qui a fait d'ailleurs la une de la revue Nature en 2009. C'est une étude de collègues américains qui a montré que pendant la période 2002-2008, eh bien, cette région-là du bassin du Gange a perdu de l'eau et que cette eau, elle vient des réservoirs souterrains. Parce que les contributions superficielles ont été retirées, modélisées et retirées. Donc on voit que c'est très bleu. Quand c'est bleu, ça veut dire que c'est une perte d'eau. Voilà, diminution de l'eau, du stock d'eau dans les nappes. Et en particulier, on a ces deux spots-là, ici la région du Pendjab et ici cette région-là, qui sont les zones de culture intensive du riz, en particulier du riz, des céréales en général, mais en particulier du riz, dans la vallée du Gange, enfin Indus et Gange. Et c'est particulièrement, on le voit ici, illustré sur cette figure qui représente les surfaces irriguées on voit, à l'échelle du monde, et on voit que les régions les plus irriguées, c'est cette région-là de la vallée du Gange. Et on sait que dans cette région-là, mais peut-être le conférencier Guylain de Marcilly en parlera, l'eau qui sert à l'irrigation, elle est pompée directement par les agriculteurs dans les nappes souterraines. Et on voit très bien... Enfin, GRACE, depuis l'espace, est capable de voir ce pompage dans les nappes. Alors, je vous ai montré un exemple pour le bassin du Gange, mais il y a eu beaucoup d'articles depuis 2009 qui illustrent ce pompage de l'eau dans les nappes à partir de GRACE. Là, j'ai un autre exemple. C'est le bassin du Canning en Australie, qui est situé ici, dont les contours sont représentés en rouge ici. Ici est représentée en fonction du temps la variation du volume d'eau, s'exprime en kilomètres cubes, des eaux de surface en vert, et ça c'est estimé à partir de modèles hydrologiques, et en rouge c'est ce que voit GRACE donc sur ce bassin du Canning. On voit très bien une diminution à la fois du volume d'eau de surface et du volume total d'eau mesuré par GRACE. Et si on fait la différence des deux, eh bien, on a la contribution des eaux souterraines et on voit très bien une pente négative ici dans cette région, ce qui est illustré par la couleur bleue ici qui représente une diminution. Alors GRACE, ça sert aussi à valider les modèles hydrologiques. Ça ne sert pas seulement à mesurer le stock d'eau total, mais ça sert, et ça c'est très important, ça sert à mesurer faut que je me dépêche, les modèles hydrologiques, ceux dont j'ai parlé tout à l'heure un peu brièvement. Et là, cette petite animation vous montre au cours du temps, alors ça a dû commencer en 2003, ça va jusqu'à je ne sais pas quand, 2006, 2007, les variations du stock d'eau, alors c'est là essentiellement la variation saisonnière, mesurée par le modèle Isbatrip développé par Météo France, et ce que voit GRACE. Et les mesures de GRACE ont la confrontation entre ce que le modèle est capable de calculer et les mesures de GRACE,
qui sont en fait exactement la même quantité en termes de stock d'eau dans les sols. Eh bien, cette confrontation a permis d'améliorer le modèle. Et aujourd'hui, ce modèle, dans sa version améliorée, est utilisé avec des forçages prédits, notamment par les modèles du GIEC, est utilisé pour faire des projections pour le futur, notamment en termes de précipitation ou bien d'évaporation, évapotranspiration, ou encore d'humidité des sols. Là, c'est donc un exemple de projection en 2100 d'humidité des sols. La couleur rouge, ça veut dire que les zones deviendront plus sèches, la couleur bleue, les zones deviendront plus humides. Et on voit des résultats qui sont relativement bien connus maintenant, que on s'attend à ce que tout le pourtour méditerranéen devienne plus sec qu'il n'est aujourd'hui, de même que le sud des États-Unis, comme c'est illustré ici. Mais la qualité de ces projections, elle dépend de la qualité des modèles, et l'observation aujourd'hui est extrêmement importante parce qu'elle permet de valider ces modèles qui doivent être aussi capables de reproduire ce qui se passe aujourd'hui ou dans le passé récent. Donc ça, c'est une application extrêmement importante. Bon, je crois que je vais passer sur ce résultat-là parce que je suis très en retard, et je vais terminer maintenant sur les problèmes et les perspectives en termes d'observation spatiale. Alors les problèmes, on a vu différents systèmes spatiaux dont la plupart n'ont pas, enfin au moins pour l'altimétrie, n'a pas du tout été développé pour cet objectif d'hydrologie spatiale. Alors le problème, c'est pour l'altimétrie, il est à plusieurs niveaux. C'est d'abord l'espacement entre les traces. Ici, on a un exemple qui représente le fleuve Zambèze en vert, et les traits rouges représentent les traces du satellite. Bon, ça doit être satellite Topex et Jason, sur cette région. On voit qu'il y a un espacement de plusieurs centaines de kilomètres, c'est de l'ordre de 300 kilomètres entre les traces, et ça, pour les hydrologues, c'est pas acceptable, c'est pas du tout intéressant. Il faudra avoir des données avec une très, très haute résolution le long du fleuve. Et puis ça, c'est un autre exemple, c'est le Québec au Canada avec beaucoup de plans d'eau de surface, et compte tenu de la multiplicité de ces plans d'eau, la couverture de l'altimétrie classique est pas du tout intéressante. Troisième exemple, c'est le delta du fleuve Lena en Sibérie. Pour étudier les variations des hauteurs d'eau au niveau d'un delta comme celui-là, eh bien, pareil, il faut avoir une couverture très très dense. Ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, c'est la tache au sol. Je vous ai dit, la tache au sol du radar, elle est de l'ordre de plusieurs kilomètres, et elle ne permet même pas d'étudier les petits cours d'eau. Elle donne des résultats extrêmement intéressants pour les grands fleuves comme l'Amazone, le Congo, etc., mais pas les petits cours d'eau. Alors, pour remédier à ces problèmes, la communauté scientifique a proposé ces dernières années aux agences spatiales une nouvelle mission qui s'appelle SWOT. SWOT, ça veut dire Surface Water Ocean Topography. La communauté scientifique a été entendue puisque cette mission est aujourd'hui décidée. Elle est en développement en collaboration entre le CNES en France et la NASA aux États-Unis. Elle devrait être lancée vers 2020. Et ça va être vraiment une révolution pour la gestion des eaux de surface, parce qu'au lieu de fournir des données de hauteur d'eau le long d'une trace, donc au nadir, comme c'est le cas aujourd'hui, comme c'est représenté ici, eh bien, cette mission va fournir des images à l'intérieur, ce qu'on appelle nous des fauchés, de à peu près 50 km sur 50 km, mais avec une couverture globale, à l'intérieur desquels, eh bien, chaque pixel aura une résolution de 50 mètres à 100 mètres, et à l'intérieur de chaque pixel, on pourra mesurer une hauteur d'eau avec une précision de l'ordre de quelques centimètres, disons 5 centimètres. Avec un temps de revisite qui va permettre, en 3 semaines, de couvrir avec au moins 2 passages, 2 mesures, donc l'ensemble des continents. Bon, là, c'est un exemple pour, de nouveau, la vallée du Gange, mais je vous montre ici maintenant la couverture globale.
où on voit que l'ensemble du domaine continental en 21 jours va être couvert par au moins 2 mesures, parfois 3, et même les hautes latitudes jusqu'à 6 ou 7 mesures en 3 semaines. Les applications, elles sont très multiples. C'est bien sûr la modélisation, bon, c'est la modélisation hydrodynamique des cours d'eau, de tous les cours d'eau du monde, bon, sauf vraiment les toutes petites rivières. La quantification des ressources en eau de surface, en particulier avec des applications extrêmement intéressantes pour les bassins transfrontaliers que j'ai mentionné très brièvement au début. Et puis, il y a des applications aussi à la prévision des inondations. Alors ça, c'est, je pense, une des grandes révolutions à l'horizon, enfin dans les prochaines années, parce que là, on aura vraiment une couverture absolument globale de tous les cours d'eau et lacs de la planète. Une autre perspective très intéressante, et là il est 15h30 donc il faut absolument que je m'arrête, c'est que la mission GRACE, qui aujourd'hui a une résolution un peu médiocre, de l'ordre de 300 km, qui est bien lorsqu'on veut faire des études globales, mais si on s'intéresse à des petits bassins, c'est limite, eh bien, elle va être suivie par une mission qui est décidée aujourd'hui, qui est de nouveau développée par les Américains et les Allemands. Cette mission s'appelle GRACE Follow-on, elle sera lancée en 2017. Alors c'est une mission identique à celle d'aujourd'hui, mais qui va embarquer à titre expérimental un nouveau système de mesure de la distance intersatellite basé sur l'interférométrie laser et qui, si ça marche, va conduire à une précision et surtout une résolution bien meilleure que ce que le GRACE en orbite aujourd'hui est capable de faire. Donc ça, c'est une deuxième révolution. Et enfin, alors là, ce n'est pas décidé, à un horizon beaucoup plus lointain, la communauté scientifique, en particulier française, mais européenne, propose une nouvelle mission SMOS de mesure d'humidité des sols, qui s'appelle SMOS Next, qui, au lieu d'avoir une résolution de 40 km, avec 2 satellites en orbite, propose une résolution de l'ordre de 4 km, c'est-à-dire 10 fois mieux, et donc là aussi, avec des applications extrêmement importantes pour tout d'ailleurs, pour visualiser détecter les sécheresses, les inondations, pour les modèles hydrologiques. Donc là aussi, c'est quelque chose de tout à fait prometteur. Voilà, alors je suis un tout petit peu en retard, je suis désolée. Je vais laisser la place maintenant à monsieur le professeur Guylain de Marcilly, qui va vous parler de eau et alimentation au XXIe siècle. Et pendant qu'il se prépare, eh bien, je vais le présenter très brièvement et je vous remercie.